Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel opus de l'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard sur le média. Une chronique qui revient après les vacances bien méritées de celui qui l'incarne. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors c'est ta chronique de rentrée et pour ne rien changer aux bonnes habitudes, tu as un préambule pour nous. Oui, ça m'a fait sourire. Alors j'ai essayé de décrocher pendant les vacances, mais c'est un petit peu difficile. Tu es un workaholic. Non, mais compte tenu de la matière sur laquelle nous travaillons, il est difficile de couper de l'actualité. Et puis j'ai eu une surprise amusante. Un certain Claude, un jeune homme absolument adorable, jeune homme dans sa tête, qui a un certain âge, mais dont j'aimerais vraiment lui ressembler, même quelques années avant. Il est extrêmement dynamique et il est très à gauche. Et il répondait à Wissam Gzelka, qui a fait un super podcast pour Zawa Prod. Et apparemment, il nous regarde et il apprécie plutôt nos émissions. Et écoutez surtout la manière dont il va le dire. C'est très drôle et très caustique. Je vous laisse écouter. Il y a beaucoup des petits journalistes comme vous qui sont sympas, qui sont de gauche. Bah de plus en plus. Est-ce que vous avez un nom là que vous aimez beaucoup Est-ce qu'il y a un journaliste que vous aimez beaucoup ou pas du tout? C'est juste vous regardez ce qui se passe Il y en a un souvent sur le... Ça doit être un Algérien, c'est un intellectuel. Souvent il est sur le média, il est presque tout le temps là. Comment ça s'appelle Sur le média, un Algérien qui Ouais, présente Non, il est interrogé. Il a plus de cheveux sur le caillou non plus, lui. C'est pas toi? Non, je suis passé que 2 fois. On retiendra évidemment de cet extrait que je suis un intellectuel. Le reste, on le mettra de côté, on l'oubliera assez rapidement. Les détails physiques me concernant. Capillaires, on va Exactement. dire. Non, mais c'est très drôle et vraiment une très très grosse bise à Claude s'il nous regarde, ainsi qu'à Wissam, bien naturellement. Et c'est parti pour les tops. Et une chose n'est pas coutume, Mourad, tu tires ton chapeau à une journaliste de BFM. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été? Tu as été approché? Écoutez, elle a eu le courage. Perrine Storm, c'est son nom. Elle a eu le courage. Elle s'est retrouvée face à Haïm Corsia, donc, qui est le grand rabbin français qui se radicalise au fur et à mesure qu'avancent les massacres et le génocide à Gaza, en soutenant de manière absolument honteuse ce qui s'y passe dans la bande de Gaza. Il est pro-Likoud, mais avec l'air de ne pas y toucher. Par exemple, dans cette séquence, il va dire « Je ne suis pas l'ambassadeur d'Israël », mais il va défendre de manière honteuse la politique de Netanyahou et ne va pas réussir à décrocher un mot d'empathie et de sympathie et de compassion pour le peuple gazaoui. Et c'est ce que va relever Perrine Storm, qui va non pas prendre parti ou fait cause pour l'un des deux belligérants, on va les appeler comme ça pour être très sympa, elle va simplement faire son métier de journaliste avec beaucoup de courage, et c'est assez rare. Et donc ça figure évidemment dans le top, mais en plus, là pour le coup, je le mets dans le top 1. C'est un fait de guerre qui incombe au Hamas, qui ne rend pas les otages que les terroristes du Hamas ont pris, qui continue à envoyer des missiles sur Israël, qui refuse toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, c'est les populations civiles qui trinquent. En tout cas, c'est un fait de guerre qu'aucun pays au monde ne mènerait comme le fait Israël. Moi, je suis pas l'avocat d'Israël, je suis pas ambassadeur d'Israël. Mais j'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les combats, c'est-à-dire une façon où l'armée israélienne fait prendre des risques à ses propres militaires. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou à Gaza? Je suis jamais mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Il se trouve, je vais vous parler très franchement, il se trouve que ma fille était en Israël hier. Alors encore une fois, les chiffres, il se trouve que ma fille était en Israël hier et qu'elle a dû aller dans des abris. Mon fils a dû aller dans des abris. Mon fils a dû, et je l'ai fait revenir en faisant un micmac par avion parce que tous les avions étaient fermés, parce que c'est un pays qui a encore reçu des missiles. Et quand il y a eu 350 missiles envoyés par l'Iran, que je sache, il n'y a pas eu des manifestations de soutien. Mais je ne suis pas en train d'opposer l'un et l'autre. Je vous dis, je suis juste en train d'essayer de comprendre. Je comprends qu'on défende le droit des Palestiniens à exister, pourquoi c'est si difficile, pas en tuant des juifs, pas en brûlant des synagogues, pas en excitant les gens pour jouer sur les instincts les plus bas. Je suis juste en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de condamner aussi les massacres qui sont commis à Gaza. Parce qu'ils ne sont pas du même ordre. Même les gouvernements occidentaux disent à Benyamin Netanyahou, c'est plus possible, on ne peut pas soutenir ce qui est en train de se passer. Il y a une population civile qui se fait massacrer. Il y a 40 000 morts depuis le 7 octobre, selon les chiffres du Hamas. Parce qu'il y a eu 1200 morts. Aussi par les organisations humanitaires. Parce qu'il y a eu 1200 morts qu'on semble oublier. Tout le monde semble oublier. Personne ne les oublie. Personne ne les oublie. Si. Mais est-ce qu'on est obligé systématiquement d'opposer les deux camps? Et Jérôme Guedj, à contrario, passe tout à Haïm Corsia et son raisonnement, on va dire, il t'a fait un peu tiquer.
Oui, il est complètement tordu même. Alors j'ai l'impression que ça se passe alors chez Frédéric Aziza. J'ai l'impression que chez Frédéric Aziza, vous savez, un peu comme les portiques des aéroports, dès qu'on rentre dans le studio, il se passe quelque chose. On nous retire quelque chose ou on ajoute quelque chose aux invités qui vont sortir les pires horreurs. Et là, Jérôme Guedj, donc le parlementaire socialiste, qui a des positions ni à chaque fois, il se fait donc huer à la fois par l'extrême droite israélienne et aussi par les pro-palestiniens. Et là, il va tenir un propos absolument étonnant. Il va analyser ce que vous venez d'entendre, parce que juste derrière, en fait, il va y avoir une bronca, évidemment, par rapport aux propos de Corsia. Et c'est le député Émeric Caron qui va dire qu'il saisit le procureur de la République pour les propos pro-génocidaires, pro-crimes de guerre de ce grand rabbin. Eh bien, lui va interpréter cette saisine judiciaire tout à fait classique pour quelque chose qui essentialiserait Corsia comme étant juif et donc représentant d'une fantasmée communauté juive, puisque, bien sûr, plusieurs de nos compatriotes ne soutiennent pas Netanyahou. Lui va faire une pirouette arrière pour faire porter à Émeric Caron la responsabilité de l'antisémitisme ambiant à travers ce propos. Je vous laisse écouter. La plainte annoncée par Émeric Caron contre le grand rabbin Corsia, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle participe aussi de cette essentialisation. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Haïm Corsia. Moi, j'ai pas apprécié certaines des formules de Haïm dans cette interview. Mais par contre, de décider de porter plainte contre le grand rabbin de France, c'est donc dire, puisque c'est la figure tutélaire du judaïsme français, c'est donc de dire nous avons un problème avec les juifs, et ça participe de cette essentialisation là aussi, et c'est une erreur. Et de cet antisémitisme ambiant. Mais dès qu'on essentialise, on libère la possibilité de l'antisémitisme, parce qu'on se dit, et surtout dans notre pays qui ne conçoit que des citoyens émancipés, on dit non, tu n'es pas un citoyen de la République, tu es un juif, et à ce moment-là, tu es lié à ces fameuses laisses des adhésions, et c'est là la faute politique impardonnable que j'ai avec certains. Alors, toujours sur BFM, tu as voulu t'appesantir, Mourad, sur une sorte de leçon de journalisme administrée à Éric Brunet, le journaliste Éric Brunet. Dont nous reparlerons tout à l'heure, d'ailleurs. Par Manès Nadel, le président de l'Union syndicale lycéenne. Alors, il ne vous aura pas échappé, si vous êtes un ou une fidèle de cette chronique, que j'ai une certaine sympathie pour Manès Nadel. Mais alors là, il prend de plus en plus, je trouve, d'assurance au sens positif sur les plateaux. Il ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds, il ne se laisse pas faire, avec une certaine, parfois, désinvolture qui m'amuse beaucoup, parce que Éric Brunet prépare ses effets de manchette en disant « Oh, le petit gamin, là, le Manès Nadel, là, je vais me le faire ». Et en fait, il se fait piéger, comme c'est le cas dans cette séquence, par Manès qui va lui répondre quelque chose d'assez magnifique qui ressemble à une leçon de journalisme, alors que Manès n'est pas journaliste. On a appelé hier avec l'Union étudiante à une manifestation, effectivement, le 7 septembre. Cet appel a été rejoint, vous dites, par la France Insoumise, c'est vrai, mais il a aussi été rejoint par le planning familial, à l'instant par les jeunes écologistes, et j'espère vraiment qu'il sera rejoint par énormément d'organisations attachées à la démocratie dans notre pays. Manès Nadel, alors vous parlez d'un coup de force d'Emmanuel Macron, vous y allez fort. Un coup de force, c'est quoi? C'est un putsch d'Emmanuel Macron contre les valeurs démocratiques pour vous? Eh bien, écoutez, si vous m'avez invité pour que je corrige les mots que j'ai utilisés, je pense que c'est pas la peine. J'ai dit coup de force parce que c'est coup de force. Je n'ai pas dit putsch parce que ce n'est pas un putsch. Je n'ai pas dit coup d'État parce que c'est pas un coup d'État. En l'occurrence, à mes yeux, et je pense que je suis pas le seul, je considère que lorsque le peuple, dans son expression par les urnes, par des élections qui ont été convoquées par le président de la République, s'exprime, sa voix doit être entendue. Alors décidément, Mourad, aujourd'hui, je n'ai pas avare de compliments en direction de journalistes de BFM TV. Par exemple, Benoît Ruiz. C'est qui Benoît Ruiz? Oui, Benoît Ruiz, c'est le correspondant de la chaîne dans le sud-est, si je ne m'abuse, du côté de Nice. Il y a eu ce drame avec la mort, évidemment, du gendarme qui avait été percuté. Et au moment où arrive ce reportage, en fait, ça se fait en deux temps. Il y a d'abord un plateau où des élus, notamment Rassemblement National, vont vociférer en accusant, évidemment, la France Insoumise de dire qu'ils veulent, ce qui est complètement fou, soit dit en passant, qu'ils veulent désarmer la police, qu'ils sont anti-police, qu'ils appelle au meurtre des policiers et ainsi de suite. Et vraiment, vous allez le voir dans les premières secondes de cet extrait, il va se mettre à vociférer, oubliant quand même que le gendarme vient juste d'être percuté. Et en direct, juste après, vous allez voir Benoît Ruiz corriger, mais littéralement corriger au sens premier du terme, l'ambiance sur le plateau qu'il estime, et on le sent dans le ton de sa voix, qu'il estime
impropre, décalé, voire indigne de ce qui se passe, puisqu'il explique que le corps du gendarme, il l'a à quelques mètres de lui, il est encore emballé, il est encore chaud, fumant, et il trouve indigne, et il va le dire avec des mots un peu sentis, hein, il va pas tirer contre sa propre chaîne, mais enfin, je n'ai jamais vu un correspondant ou un journaliste de BFM TV critiquer sa propre chaîne sur ces fameux débats complètement enflammés et complètement indignes, comme ils savent le faire. Écoutez, c'est vraiment, je le félicite Benoît, pour cet appel à la dignité. Vous avez soutenu des émeutes qui allaient contre la police. Revenons-en au fait, un peu de calme, si vous le voulez bien, avec Benoît Ruiz, notre correspondant sur place à Mougins. On le voit sur ces images, Benoît, très gros dispositif policier déployé pour essayer de retrouver le conducteur qui est donc toujours recherché. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe autour de vous. Mais écoutez, déjà l'ambiance ici tranche avec celle de votre plateau, parce que je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a des draps blancs, il y a des voitures que vous voyez sur la gauche de l'image, et derrière il y a un corps, le corps de ce gendarme qui est étalé. Je tiens aussi à vous rappeler que les circonstances de ce refus d'obtempérer ne sont pas connues. Aurait-il eu le temps de sortir son arme? Peut-être pas, peut-être que c'est allé trop vite, peut-être que la voiture l'a percuté très rapidement, qu'il n'a eu le temps de rien faire. Donc voilà, ici on est dans une ambiance sombre, avec des draps qui sont au milieu de la route, et j'entends vos débats. Je m'excuse un peu d'intervenir, mais je voulais vous dire que ici c'est vraiment une ambiance très triste, avec un gendarme mort, là, ici, à 30 mètres de nous. On ne connaît aucune des circonstances, on ne sait rien pour l'instant. Là, on passe un focus sur l'avocat Patrick Klugman. C'est une sorte de top paradoxal, de faux top, là. Ah oui, c'est un top paradoxal, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a parfois des tops paradoxaux quand les gens réussissent, alors soit font quelque chose de sublime qui confine ou qui touche à quelque chose qui nous dépasse tous, tellement c'est énorme. Là, c'est encore autre chose. Patrick Klugman, si vous ne le connaissez pas, c'est un politique. Alors officiellement, il est classé plutôt à gauche, mais c'est lui qui s'auto-classe à gauche. C'est un mix, en fait, d'Aziza et de Golnadel. Hein. C'est une espèce de défenseur du Likoud à 200%. Et évidemment, de la politique israélienne, avec des outrages, des outrances sur Gaza, sur tout ce qui peut se passer, toutes les dénonciations. Il est vraiment H24 sur les réseaux sociaux à prendre la défense, notamment de Netanyahou et de l'armée génocidaire. Et bien là, il va faire à son corps défendant, parce qu'évidemment, il n'a pas réfléchi, il n'a pas calculé, en s'énervant un peu, il va faire un aveu concernant Israël. Je vous laisse l'écouter, on en reparle juste après. Voyez-vous, un otage israélien, c'est pas un prisonnier politique palestinien. Parce qu'un prisonnier politique palestinien, il a été arrêté, il a été jugé, il a des droits. Tandis que ça, vous avez des personnes qui sont retenues, on ne sait pas où, on ne sait même pas si elles sont vivantes, on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été appréhendées. Et les images qu'on a vues ont montré qu'elles ont été traitées moins bien que des animaux dans n'importe laquelle de nos sociétés occidentales. Donc, comme je le disais, à son corps défendant, et pensant défendre une fois de plus, de manière inconditionnelle, la politique d'Israël, il va expliquer qu'en Israël, il va confirmer qu'en Israël, il existe bien des prisonniers politiques. Alors je vous pose la question, je te pose la question également Théo, dans quel régime trouve-t-on des prisonniers officiellement politiques ? Dans des régimes dictatoriaux. Exactement. Donc c'est un bel aveu. Merci Patrick Klugman. Donc tu vois bien, il avait largement sa place dans les tops. Alors on passe à ton hommage, si on peut utiliser le terme, à Alain Duhamel, le célèbre éditorialiste Alain Duhamel, qui quitte la scène médiatique. Nous choisirons avec la direction, alors j'en parlerai tout à l'heure, nous choisirons avec la direction du média à quel moment nous ferons les 3 jours de deuil pour son départ. Il faudra que ça corresponde à son départ effectif, parce que donc il a annoncé qu'il quittait la scène médiatique après plus de 50 ans de télévision. Mais, car il y a un mais, on va d'abord l'écouter, puis je vais vous expliquer la petite nuance quand même que j'apporte à son propos. C'est votre rentrée et c'est votre dernière saison après 60 années d'analyse politique. Oui, c'est la dernière classe. C'est la dernière rentrée. Oui. Oui, oui. Vous avez commencé en 1964 5.
65 ? Ouais. Alors, la petite nuance, elle m'a été rappelée, en fait, elle m'a été apportée par un ancien papier, un ancien excellent papier de notre confrère Christophe Ayad, qui avait fait, au moment du départ de PPDA, donc ça remonte un petit peu, avant les affaires sexuelles, d'ordre sexuel, il avait fait un excellent portrait à charge de PPDA, où il commençait en expliquant qu'il fallait impérativement tirer sur les ambulances, sinon elles encombrent les routes nationales et puis les routes secondaires et ainsi de suite. Et son propos est tout à fait, s'est vérifié dans le temps, puisque effectivement, alors qu'il annonçait qu'il partait, il avait été viré de TF1, et ben on l'a retrouvé sur toute une série de chaînes et de radios où il a continué à encombrer comme ça les médias. Donc voilà. On va voir si peut-être que l'histoire ne sera pas répétée dans ce sens-là. On va voir si Alain Duhamel résiste ou pas au fait de réellement prendre une retraite, ou alors si on va encore le retrouver dans des chroniques, dans des émissions politiques, d'analyse, sur Radio Classique, je ne sais où. Voilà. Wait and see, l'histoire nous l'apprendra. Bon, on va aussi dire qu'il quitte, entre guillemets, la scène au moment où son neveu, Benjamin, prend le pouvoir à BFM TV d'une certaine manière. Ah, absolument, et c'est ce dont nous parlerons notamment dans le microscope. Alors, tu offres un top à Manuel Bompard, de la France Insoumise. Oui, Manuel Bompard, c'est pareil que pour Manès, il prend de plus en plus d'assurance, je trouve, et il arrive vraiment à contrecarrer ceux qui essayent de le mettre en échec avec des procédés, parfois, il faut le dire très simplement, parfois dégueulasses, puisque, en fait, ils sont prêts, certains élitocrates sont prêts, le font d'ailleurs assez régulièrement, à tromper le téléspectateur, à donner une fausse information pour essayer de piéger, notamment Manuel Bompard, qui est très présent pour la France Insoumise sur les plateaux. Là, c'est tombé sur Bruno Jeudi. Alors Bruno Jeudi qui est toujours là, malgré l'affaire Sarkozy. Je vous renvoie donc à la dernière chronique avant l'été. Quand même, l'affaire Sarkozy débusquée par nos amis d'Arrêt sur Image. Après un coup comme ça, moi, je me serais 6 pieds sous terre où j'aurais pris des vacances aux Maldives. Lui, non, il revient tranquillement et puis il pérore très tranquillement en expliquant... alors, il avait dit pour l'affaire Sarkozy, il avait fini par avouer que l'affaire Sarkozy, finalement, il n'y connaissait rien. Eh bien, là, il va nous prouver autre chose encore, qu'il n'y connaît absolument rien à l'Espagne et à sa constitution. Heureusement, Manuel Bompard est là pour le lui rappeler. Ça me paraît quand même hallucinant que depuis 20 minutes, on discute de savoir si en France, il faut respecter ou pas le résultat des élections. Vous imaginez quand même que partout dans le monde, les gens ne comprennent pas pourquoi. Alors que le nouveau Front Populaire a gagné les élections législatives, c'est pas déjà le nouveau Front Populaire en Espagne, qui gouverne. Pedro Sanchez est arrivé 2e aux élections législatives de son pays. Je sais très bien. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Espagne, Bruno? Il a cherché à faire une majorité. Il a trouvé des partenaires. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? D'abord, c'est la droite qui a été en charge d'essayer de constituer un gouvernement. Et puis ensuite, la droite n'y est pas parvenue. Et donc, c'est le deuxième qui a été en charge de constituer un gouvernement. Et pourquoi en France, le premier n'est pas chargé de constituer un gouvernement? C'est le président qui nomme le Premier ministre. Ah oui, mais d'accord. Mais alors, ne comparez pas en Espagne quand ça vous arrange. Non, c'est pas le même système. Pour avancer, question d'Amandine Atalaya. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En Allemagne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toujours parmi les politiques de gauche, Marine Tondelier a également tes faveurs cette semaine. Oui, alors c'est un éclat de rire quasiment parce que j'apprends, alors pardon de parler de moi, j'ai toujours appris à mes enfants à dire je ne sais pas. N'inventez pas de réponse, sortez pas des choses improbables parce qu'il faut à tout prix répondre. Non, je ne sais pas. Voilà. Et là, Marine Tondelier, visiblement, elle a aussi ce mode de fonctionnement puisqu'on va lui poser une question complètement débile, puisqu'en fait, quand on lui pose cette question, on devine derrière, si on connaît un peu la vie politique et qu'on connaît le rapport entre Marine Tondelier et Ségolène Royal, on devine qu'elle ne va pas sauter de joie à l'annonce du fait que Ségolène Royal est prête pour devenir Première ministre, qu'elle a tout son gouvernement déjà créé, sauf qu'elle a contacté aucun des membres de son futur gouvernement, donc elle ne sait pas s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Et donc, on lui pose la question de savoir, alors Ségolène Royal, Première ministre, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez sa réponse, elle est magnifique. Alors, on a entendu hier aussi que Ségolène Royal se dit disponible pour diriger un gouvernement. Ségolène Royal, elle a été ministre de l'écologie. Qu'en pensez-vous de cette candidature? Rien, voilà. Effectivement, et là, on passe au flop. Absolument. Alors le premier, c'est un maître en la matière, et je vous promets que je vous le remettrai pas régulièrement parce qu'à chaque fois qu'il apparaît, c'est une catastrophe. C'est Mohamed Sifawi, pardon, donc qui n'a toujours pas rendu l'argent du fonds Marianne. Je vous rappelle qu'il avait été auditionné par les parlementaires pour cette question-là. C'était 330 000 euros, je crois, pour quelques tweets assassins visant la gauche. Mais il exige tout simplement quelque chose de facile à faire et puis de tout à fait légitime le concernant. Je vous laisse écouter, puis on en reparle juste après. Je suis pour qu'on puisse, que les institutions, que les gens qui sont spécialisés dans la gestion des questions de droit, qui puissent analyser s'il y a possibilité juridique
d'opérer à la dissolution d'une organisation comme la France Insoumise, qui n'apporte absolument rien au débat démocratique, qui au contraire fragilise terriblement le... ça se fera pas. Je le dis. Moi, je suis un acteur. Moi, je suis un acteur du débat public. Je m'autorise le droit de dire je suis d'accord avec un appel à la dissolution de LFI. Alors, j'ai juste une question. À quel titre s'exprime-t-il? Il est officiellement journaliste. Je cherche encore sa production. Il a été à la tête d'un certain nombre de fiascos, notamment judiciaires. Je vous laisse rechercher. Là, je me demande à quel titre il demande la dissolution d'un parti démocratiquement présent sur la place politique et puis qui a des élus démocratiquement élus. À quel titre le fait-il? Non, si vous nous écoutez, Monsieur Sifaoui, s'il vous plaît, rendez l'argent du fonds Marianne et puis le reste, laissez faire un peu les gens qui en même temps, connaissent. Il ne peut pas rendre l'argent du fonds Marianne et aller en vacances aux Maldives comme tu... Je ne sais pas ce qu'il en reste, mais il peut faire un emprunt. Enfin, il y a des petits bonhommes verts, vous savez, des gros bonhommes verts là, qui prêtent de l'argent s'il a besoin. Il peut se retourner vers lui, peut-être. Alors, tu as fait beaucoup de compliments à BFM et là, tu les tacles. Oui, là, c'est une catastrophe. C'est l'exemple parfait, en fait, de ce que devrait s'interdire tout journaliste politique. C'est-à-dire qu'on doit être mordant, on doit être... j'ai souvent félicité des confrères ou des consoeurs qui ont été mordants, je l'ai fait encore tout à l'heure. On doit aller jusqu'au bout, on doit obtenir des réponses. On ne doit pas présumer de ce qu'il y a dans la tête des personnes qui sont en face de vous. En l'occurrence, là, c'est Louis Boyard. Et une consoeur, Maëva Lamy, va, elle, être l'exemple parfait de ça, de ce qu'il faut s'interdire de faire. Elle doit être ferme, comme je le dis, mais pas insultante. Et là, elle est clairement insultante avec Louis Boyard parce qu'elle va lui prêter des intentions, elle va lui prêter des propos qu'il n'a jamais tenus et qu'il ne pense pas visiblement. D'ailleurs, ça va l'agacer. Je vous laisse regarder et on s'en dit un mot juste après. Chaque fois que vous avez des personnes qui tentent d'élever la voix pour dénoncer ce génocide, alors vous avez directement des attaques de la part des députés macronistes, parce que eux, d'une certaine manière, par leur inaction, se rendent complices de ce génocide. Là, elle était dans une manifestation qui soutenait Ismaël Haniyeh. Et c'est là où vous aussi, et c'est là où je vous attrape, journaliste, parce qu'elle n'était pas dans une manifestation de soutien au Hamas. Elle est dans une manifestation qui a lieu tous les vendredis en Jordanie, avec des gens qui pensent plein de choses différentes, dont énormément de personnes qui ne soutiennent pas le Hamas, mais qui disent il faut en terminer avec ce génocide. Vous surfez sur une ambiguïté, le Boyard, vous le savez très bien. Un an qu'elle est en train de répéter. Vous savez quoi? Non, pas du tout, je ne surfe sur aucune ambiguïté. Cette manifestation ne soutient pas le Hamas. Et si vous faisiez votre travail de journaliste, vous le sauriez. Maintenant, moi, je dis que vous surfez sur une ambiguïté. Parce qu'à chaque fois qu'on vient dénoncer le génocide qui se passe en Palestine, on est criminalisé. Les gens racontent qu'on soutiendrait le Hamas. On les soutient pas. Ce qu'ils ont fait est horrible. Tout comme ce qu'est en train de faire Israël est absolument horrible. Et il n'y a pas de clivage dans la société française. La société française trouve que le génocide qui a lieu actuellement à cause du gouvernement israélien déjà, le terme de génocide, horrible. vous le savez très bien, est erroné. J'attends qu'il fasse une tribune. Une tribune. Comment vous pouvez appeler ça autrement? Les gens sont en train d'être affamés, il n'y a pas d'entrée de médicaments, il y a des enfants qui sont en train de mourir. Il y a une guerre avec des civils, évidemment, qui sont tués, un drame qui se passe, évidemment, mais le terme de génocide n'est pas un terme correct. Vous le savez, c'est extrêmement cynique d'utiliser le terme de génocide qui a ciblé le peuple juif dans l'histoire. Ça a été le pire génocide de l'histoire de l'humanité. Choisir ce terme, vous le savez, est extrêmement cynique et là encore extrêmement habile de votre part. Donc là, je le redis, on a franchi la limite du journalisme avec du recul. Elle donne son avis, elle donne son point de vue. On n'attend pas son avis, on n'attend pas son point de vue. On attend qu'elle pose des questions pertinentes et que peut-être elle appuie là où ça fait mal, mais à partir de faits, à partir de citations, pas à partir de son propre avis. Et on sent qu'elle ne porte pas forcément LFI ni Louis Boyard dans son cœur. Une fois de plus, Franz-Olivier Gisbert s'est surpassé, Mourad. Oui, c'est ça, c'est la suite. C'est un épisode, c'est du Netflix, quoi. C'est la suite de la longue descente aux enfers de Franz-Olivier Gisbert. On se dit toujours, alors c'est pareil, on se dit toujours qu'il a touché le fond, en fait pas du tout. Là, il va tout simplement, dans un de ces monologues dont il a le secret, avec une caméra moche, avec un plan complètement foireux pris par lui-même, il va, il faudra peut-être corriger un peu ça, parce que ça devient fatigant, il faut un peu travailler quand même quand vous faites de la visioconférence. Je veux dire, le média fait de la visio, c'est quand même beaucoup plus propre. Je pense à Niels, par exemple, c'est quand même beaucoup plus propre que ce que vous allez voir. Et là, il va carrément comparer... Il peut utiliser son CPF, son compte de formation pour demander à Niels de le former. Ou à Lina, aller faire une formation vidéo. Mais là, il va tout simplement, à court d'arguments, et puis peut-être qu'il faut à chaque fois surenchérir, c'est un peu comme les addictions, il va comparer la gauche française à... Je vous laisse écouter.
Vous signez une tribune dans Le Point intitulée « Et voici la gauche iranienne, nouveau gaucho-fascisme ». Permettez-moi une question faussement naïve, mais vous parlez de qui? Je parle de l'extrême gauche française. Il y a évidemment LFI, mais il y a également un parti comme le NPA. Enfin, il y a aujourd'hui l'extrême gauche française qui, hélas, a pris, pour l'instant, parce que ça ne durera pas, le contrôle de la gauche. C'est clair qu'elle est dans une sorte de, d'identification avec, je dirais pas la cause palestinienne, moi je dirais la cause iranienne. C'est pour ça que j'ose parler de gauche iranienne. On pourrait dire aussi gauche roméniste, vous voyez. Mais c'est une gauche qui a adopté en fait tous les réflexes de la République islamique d'Iran, qui défend le Hamas mordicus, et puis également qui défend également toutes les positions du Hezbollah. C'est-à-dire c'est ça aujourd'hui. Il ne faut pas se raconter d'histoire et on se cache derrière notre petit doigt. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui que nous avons affrontée en France. Ok. La République islamique d'Iran, quand même. Il fallait oser. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Je ne sais pas trop. C'est vraiment problématique. Alors, il y avait, juste avant le microscope, je voulais rajouter un flop. Je ne l'avais pas noté, mais je me dis quand même qu'il est quand même extraordinaire. Ça rejoint un peu ça. Il y a ce qu'on appelle le point Godwin. Donc, le point Godwin, en gros, c'est un phénomène théorisé qui dit qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'arguments et les gens vont se taper dessus. Et puis, paf, on va balancer Hitler ou alors nazi. Voilà. Bon. Il y a aussi ce qu'on appelle le point Staline. Alors, le point Staline, c'est plus pour les gens de droite et d'extrême droite qui vont attaquer les gens de gauche. Et puis très rapidement, dans la discussion, ça va se chauffer, ça va s'envenimer. Et puis on va arriver à dire ouais, mais Staline, c'est combien de morts? Alors la spécificité du point Staline, c'est que ça varie. Ça va de 80 millions à 120 millions en passant par 100 millions. On ne sait jamais trop parce que comme c'est des gens qui connaissent visiblement pas l'histoire. Et il y a le fameux point Venezuela. Et là, c'est Adrien Cleux qui va s'en prendre un avec l'air de pas y toucher du journaliste une nouvelle fois. Puisqu'il va dire, écoutez bien ce qu'il va dire juste après le mot Venezuela. Je vous laisse écouter et on en reparle juste après. Emmanuel Macron, c'est pire ou c'est quand même un peu mieux que Nicolas Maduro au Venezuela, par exemple? Si vous voulez, on se fait un point Venezuela intégralement. Non, voilà, non, mais parce que vous voulez partir là-dessus. Je vous taquiner, évidemment, mais vous avez bien compris. Oui, mais moi aussi, je vais vous taquiner là-dessus parce que vous savez qu'au Venezuela, il y a une procédure qu'on appelle le référendum révocatoire pour un président de la République. Eh bien, peut-être d'ailleurs vous demandez dans le cadre de la 6e République. Eh bien, peut-être que ce serait une manière de sortir de ce type de crise qu'on a aujourd'hui en France, plutôt que de devoir aller jusqu'à la destitution. Mais on utilise les armes qu'on a. Eh bien oui, on apprend qu'il a pris le Venezuela par exemple. Alors qu'en fait, on sait très bien que le point Venezuela est réservé, littéralement réservé, aux élus et cadres et les filles, et que là, il avait en tête, évidemment, de parler du Venezuela, que ce n'est pas par hasard qu'il a parlé du Venezuela. Et on peut l'entendre. Hein. On peut dire que parce qu'il y a des rapports particuliers entre le Venezuela et Jean-Luc Mélenchon et les filles, mais de là à dire, par exemple, alors qu'en fait, c'est complètement calculé, je trouve ça un tout petit peu faux cul. On passe au microscope. Et on va évoquer le mercato de la rentrée dans le paysage audiovisuel français. T'as scalé tout ça et qu'est-ce que tu en dis, Mourad? J'en dis que là, on est dans une comme tous les ans d'ailleurs, mais on est dans une grand-messe. Alors, il y a plusieurs aspects. On est dans une grand-messe de ce fameux mercato de rentrée, dans une grand-messe de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois-ci avec une spécificité, c'est que l'échiquier est en train de se droitiser de plus en plus. L'exemple flagrant, c'est le BFM qui a recruté Brunet. Alors Brunet était avant sur Sud Radio, qui est une radio... Éric Brunet. Pardon ? Éric Brunet. Oui, Éric Brunet, pardon. Était sur une radio, Sud Radio, qui est une radio qu'on peut qualifier aimablement de gentiment populiste. Il y a également des chroniqueurs qui sont à la limite du complotisme, voire complotistes. Je ne citerai pas de nom, vous les reconnaîtrez très facilement. Et donc, quand on recrute Brunet, quand on va le chercher sur une chaîne, c'est qu'on a besoin d'un marqueur, de quelqu'un qui va dire aux téléspectateurs, voilà, nous, on est en concurrence avec CNews. On va vous prouver qu'on est capable de faire aussi bien. L'arme anti-Pascal Praud, on va dire. Oui, c'est ça. C'est une concurrence complètement assumée. Alors, ça va bouger à BFM, hein, puisque la nouvelle direction n'est pas encore installée, mais enfin, on va voir ce qui va être décidé. Mais lui-même recrute, alors qui retrouve-t-on? Il va recruter parmi ses chroniqueurs Tristan Banon, donc un pur produit du printemps républicain qui n'a aucune espèce de légitimité à agir, à s'exprimer sur la politique notamment, ni sur les faits de société. Elle travaille par copinage du printemps républicain
Elle travaille pour Franc-Tireur en produisant des choses que je vous laisse regarder, mais des billets à charge complètement gratuits qui s'appuient sur aucun fait et qui ne sont que des fruits de son ressenti, notamment évidemment visant la gauche, en priorité, le nouveau Front populaire en particularité, avec évidemment ces fameuses accusations d'antisémitisme et ainsi de suite. On va également retrouver Charles de Consigny. Alors Charles de Consigny, je suis un peu plus... Charles Consigny, pardon. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours lui mettre une particule, c'est peut-être la façon de s'exprimer. Charles, ou un hommage au général de Gaulle à travers lui, je ne sais pas. Charles Consigny, je suis moins dur avec lui parce que, comme on a pu le dire ici à plusieurs reprises, il a parfois des fulgurances qui le feraient passer pour un homme de gauche sur des sujets, parce que je pense qu'il est doté d'une certaine honnêteté. Mais enfin, il est quand même bien classé à droite, hein. Mais il est doté, je pense, d'une certaine honnêteté. Et j'attends de voir. On en reparlera bien évidemment. Et merci pour ces recrutements, ça nous donnera des sujets à venir. Il y a également Marlène Schiappa. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Marlène Schiappa, donc le fameux fonds Marianne dont je parlais tout à l'heure avec. Ancienne ministre d'Emmanuel Macron. Absolument. Dont je parlais tout à l'heure avec Mohamed Sifawi. Donc c'est elle qui a mis en place ce fameux fonds Marianne qui a servi à arroser un certain nombre de personnes, dont on retrouve un certain nombre de sympathisants ou de membres du Printemps républicain, dont elle est excessivement, je dis bien excessivement proche. Et elle a, Marlène Schiappa, que je suis depuis très longtemps, depuis le temps d'ailleurs où elle était adjointe au Mans. J'ai suivi sa descente et elle fait partie de ces politiques qui sont complètement obnubilées par les studios et qui ont besoin d'exister médiatiquement. Donc je comprends qu'elle soit là, mais je ne vois pas trop ce qu'elle va nous apporter. Alors, deuxième marqueur très fort, Yves Tréhard, donc du Figaro, qu'on a épinglé déjà plusieurs fois ici pour des propos racistes visant les Arabes, hein, très clairement. Je vous redis ma réserve sur l'islamophobie. Je pense que quand il se dit islamophobe, c'est parce qu'il sait qu'il peut s'auto-déclarer islamophobe, parce qu'on est en France et qu'il y a la loi de 1905, alors qu'en fait, il vise explicitement les musulmans et les Arabes et pas du tout la religion. Donc ça, c'est un marqueur de la droite extrême, pour ne pas dire plus. Et Jean-François Aquili. Alors là, c'est magnifique. Là, c'est la prime à la casserole. Jean-François Aquili, je disais quelques remarques sur lui. On parle beaucoup de Bardella le concernant. En fait, non, c'est pas ça. C'est pas que ça. Il a fait énormément de ménages. Alors, ce qu'on appelle les ménages dans le journalisme, c'est d'aller travailler pour des boîtes de com ou des gens dont on est censé avec lesquels on est censé avoir des distances et puis se faire rémunérer pour ça sans le déclarer à son employeur. Et donc, potentiellement faire des sujets qui peuvent mettre en valeur telle boîte ou telle boîte parce qu'elle travaille avec la boîte de com qui vous a payé. J'espère que je me fais comprendre. Un peu comme invité, on l'avait aussi souligné, Chloé Morin, vendre son bouquin sur le service public, sans préciser quand même que c'est sa compagne. Donc voilà, et donc ce garçon qui a un rapport à la déontologie, à l'éthique, va intégrer BFM TV, alors qu'il a été viré du service public. Et pour se faire virer de France Info, il faut quand même en vouloir un petit peu. Pas France Inter, mais France Info, il faut quand même en vouloir un petit peu. Je rappelle que Brunet, donc, qui recrute tout ce petit monde-là, avait écrit un excellent ouvrage de référence en politique, hein, qui est enseigné d'ailleurs à Sciences Po, j'imagine, enfin j'espère. C'était en 2012. Pourquoi Sarko va gagner, hein, je rappelle qu'il a pris un râteau et que l'histoire évidemment l'a démenti. Donc voilà, tout ça me fait dire qu'il n'y a pas, alors il n'y a pas de limite, et deux, il y a une prime à la casserole, il y a une espèce de... On passe l'éponge, on fait venir les gens sans regarder leur CV, j'ai l'impression, ou alors même, j'ai presque envie de dire que plus le CV est chargé, ou plus le casier est chargé, le casier virtuel est chargé, et plus ils ont une chance de réintégrer ce petit monde. Et on a l'impression en France, notamment parce que je regarde un peu ce qui se passe ailleurs, qu'il y avait en fait un espèce de panier avec une vingtaine d'éditorialistes ou d'éditocrates qui tournent en rond ad vitam aeternam, et que ça ne s'arrête jamais, et que les rares fois où on laisse la place à des jeunes, c'est par copinage, voire de la famille directe des journalistes. Suivez mon regard. Mais Taïf Descuffon, c'est une jeune promotion tout à fait méritée sur Europe 1. Alors, en tout cas dans le groupe Bolloré. Non, alors, Thaïs Descuffon, c'est la limite. Ça m'a surpris, mais elle a été... Alors, évidemment, comme il est... alors, je regardais juste avant d'arriver à l'enregistrement, je regardais une vidéo complètement ridicule que je n'ai pas regardée jusqu'au bout, bien sûr, de Cyril Hanouna, qui fait un espèce de clip sur un toit parisien, déguisé en je ne sais pas quoi, et où il chante...
Oui, ça ressemble pas du tout. Enfin, bon, il est déguisé et il chante effectivement, peu m'importe, en direction de l'Arcom. Donc c'est un bras d'honneur en direction de l'Arcom. Ça vient juste de sortir. Mais là, en fait, c'était déjà un bras d'honneur, le fait de dire vous me retirez ma chaîne. Moi, j'invite Thaïs Descuffon, donc qui est l'ancienne égérie de Génération Identitaire, qui a été interdit par Darmanin. Il faut en vouloir un petit peu pour être interdit par Darmanin. Eh bien, un mouvement d'extrême droite. Oui, c'est un mouvement identitaire même. C'est au-delà de l'extrême droite. Eh bien, elle a été invitée une fois, apparemment, dans le dos de la responsable de l'antenne d'Europe 1, et qui a dit qu'il y avait savoir qu'elle ne reviendrait pas. Donc, qu'est-ce que va nous préparer Hanouna pour se venger de la vengeance? On va voir, mais c'est effectivement, pour moi, je peux me tromper, un bras d'honneur total et absolu à l'Arcom. Et là, je le redis, je ne sais pas où est la limite et jusqu'où ils pourront aller. Et maintenant, c'est le moment de ton coup de cœur. Oui, alors le coup de cœur... Alors, tout ce qui s'est passé là, tout ce que je vous ai raconté, tout ce qu'on s'est raconté sur le mercato, évidemment, ça va alimenter les prochaines semaines. Voilà. On prend rendez-vous. On va regarder avec attention ces nouvelles recrues. On va mettre des guillemets. Le résultat du mercato, voilà. Absolument. Mon coup de cœur va à le livre d'un scientifique extrêmement intéressant et qui a en plus énormément d'actualité, je trouve. Je vais vous laisser regarder et qui résume un petit peu tout ce qu'on se dit depuis des mois, notamment dans cette chronique. Alors, ça s'appelle « La République autoritaire, Islam de France et illusion républicaine ». Alors, pourquoi ça rejoint nos centres d'intérêt? Parce que c'est une étude faite par un scientifique qui s'appelle Aouès Séniger et qui a travaillé énormément sur 2015-2022, cette période post-attentat, et qui raconte comment cette nécessaire politique de l'État sur la question, notamment les questions de la laïcité, les questions de prévention des attentats, s'est retournée petit à petit contre les musulmans, sans faire de distinction finalement entre islamisme et musulmans. Et donc, il raconte comment les politiques publiques, d'une part, se sont mises à cibler, on le voit bien avec toutes les tenues vestimentaires pour les femmes, avec les lois immigration, on voit très bien qu'ils s'avisent explicitement, énormément de discours évidemment, mais aussi lui qui est au CNRS, qui est un chercheur brillant, qui fait partie d'un certain nombre des cénacles, qu'enseigne à Sciences Po notamment, et qui est chercheur, lui se retrouve aussi face à un certain nombre de personnes, dont Florence Méjeot-Blaclair, dont on a déjà parlé ici, qui est obsédée par le frérisme, qui voit des frères musulmans partout, qui est également au CNRS, mais qui profite de son titre pour en fait faire de la politique, et la politique qui copine très régulièrement avec l'extrême droite. Et là, très régulièrement, je regardais son compte, et elle en est même à retweeter des comptes, alors à traiter par exemple Le Monde de torchon. Pour une chercheuse au CNRS, traiter Le Monde de torchon, on peut ne pas être d'accord avec Le Monde, sauf que c'est pas un torchon, tout sauf un torchon. On crache pas comme ça sur la presse quand on se dit républicaine. Et elle retweet maintenant des comptes identitaires, clairement identitaires. Elle a quasiment dit qu'elle allait voter Rassemblement National. Donc il a en plus en face de lui des gens qui ont autorité en matière scientifique et qu'il doit combattre. Et donc tout ça est contenu dans ce livre, La République autoritaire, Islam de France et illusion républicaine 2015-2022. C'est par Aouès Séniger et c'est aux éditions Le Bordelot Document. Je voudrais juste profiter de ce coup de cœur pour rappeler que le concert de Mosaïka, avec 2 Z, A-I-K-A, se tiendra le 12 septembre à 20h à la Flèche d'Or. Alors, nonobstant le fait que j'adore cette chanteuse, mais en plus de ça, les places sont à 8 et 16 euros. Je trouve que c'est une politique tarifaire vraiment sympa. Il y a 2 parties. Donc, c'est Mosaïka, le 12 septembre à 20h à la Flèche d'Or. Si vous êtes dans les parages, vous êtes évidemment les bienvenus. Merci Mourad, et on passe aux remerciements de fin d'émission. Il y a une nouveauté pour les remerciements, parce que je tiens toujours compte de vos avis, de vos remarques sur les réseaux sociaux notamment, et sur YouTube. Et on m'a fait remarquer à plusieurs reprises que les remerciements étaient un peu longs, et j'avoue que c'est vrai. J'ai réécouté quelques remerciements, j'avoue que la rubrique est un peu longue, on l'a réduit, et on va l'étaler dans le temps. Je voudrais commencer par Anouchka, qui est une artiste alpine, qui fait du dessin de presse, du dessin absolument magnifique. Alors j'espère qu'on va pouvoir voir un exemple, qui fait de la sculpture, des cartes postales littéraires d'une grande qualité que j'ai pu voir. Enfin voilà, c'est une personne extraordinaire. Et je l'ai rencontrée sur mon lieu de vacances, à Langrune, en Normandie. Enfin, c'est elle qui m'a reconnu, qui suit cette chronique depuis le tout début. Et en fait, elle a fait partie des gens qui ont fait, entre guillemets, une pression amicale évidemment, pour que ce petit bout de chronique du mois d'octobre devienne une émission comme elle est aujourd'hui, au format qu'elle est aujourd'hui, en notamment postant régulièrement sur les réseaux sociaux à l'attention
l'intention du média, le fait qu'elle voulait que ça dure et tout ça. Donc vraiment, je la remercie. Et à travers elle, évidemment, je remercie les milliers de fidèles qui sont là, parfois en cours de route, souvent depuis le début. Donc un merci infini à elles et eux. Et les autres, ce sera assez rapide, donc je le dis. Touraine Réfractaire, qui a réclamé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux d'être remercié parce qu'il ne l'était pas avec un S. Philippe Grenier, dont j'ai découvert les écrits qui sont très intéressants. Philippe Grenier, ça s'écrit comme ça se prononce. Koba Land avec un K. Et Camille et Clément, qui sont les jeunes propriétaires. J'aime bien toujours glisser un établissement public. Camille et Clément, qui sont les jeunes propriétaires, dans tous les sens du terme, jeunes, du Tumulte, qui est un bar musical absolument extraordinaire, qui est à Angoulême. Donc si vous passez par Angoulême, n'hésitez pas. Et vous pourrez vous y faire conduire à ce bistrot par Imad, qui est un chauffeur de taxi, qui est également à Angoulême et qui est un fidèle de cette chronique. Donc vraiment, pour cette rentrée, un merci infini et puis au plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Merci à toi, Mourad. Et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur le média, sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment, comme vous. Si vous le pouvez, allez donc sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.